merci d'abord à Shop de m'accueillir. Julien Genestou, j'ai 28 ans et j'ai la chance d'avoir créé à la fois une entreprise en France et ensuite une entreprise aux États-Unis. L'entreprise en France, j'espère que vous êtes tous, vous la connaissez tous, que vous êtes tous des clients. En fait, c'est jobetudiant.net, c'est un site d'emploi pour étudiants. Notre job aux étudiants. Et l'entreprise américaine, c'est une plateforme technologique qui permet de transformer les flux RSS en flux de temps réel. C'est-à-dire qu'on est capable de diffuser l'information des publishers directement aux subscribers, donc aux applications qui récupèrent le contenu de ça, au moment où elles sont publiées. Voilà. Et donc je crois que c'est dans ce contexte-là que je suis invité un peu à parler des différences entre les États-Unis et la France. Voilà. Super, merci beaucoup. On va commencer donc dans le vif du sujet, entreprendre aux États-Unis par rapport à la France. Et d'un point de vue VC, qu'est-ce que ça représente? Quelle est votre vision des États-Unis, de la France, des projets portés? Alors, merci, j'ai essayé de faire un petit peu des stats. J'ai repassé quelques trimestres en Californie en 2008 pour essayer de comparer un peu ce qu'était le marché français et le marché américain. Il y a des ratios qui sont très inquiétants et puis d'autres qui le sont un peu moins. Pour simplifier, le ratio d'activité de business angel entre la France et les États-Unis, c'est très très dur à chiffrer parce que par nature, les business angels ne déclarent pas tout, il n'y a pas de base de données. Mais il y a un rapport qui est au minimum de 1 à 50 et qui est sans doute proche de 1 à 100. Et si on prend le ratio des VC, cette fois français, et des VC américains, alors ça fluctue un peu parce que le dollar il monte et il descend, mais globalement il y a un rapport de 1 à 15 qui, si le dollar monte, arrive à 1 à 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aux États-Unis, pour financer les phases de très early stage, celles qui sont faites par les business angels, les chances d'y arriver sont 50 fois supérieures. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a peut-être 15 ou 20 fois plus de projets. En tout cas, elles sont 3 ou 4 fois supérieures. Et par contre, une fois qu'on arrive au stade VC, il y a un rapport de 1 à 15, il y a 10 fois plus de projets aux États-Unis, ce qui est sans doute une estimation basse. Finalement, les chances d'être financés sont à peu près les mêmes. Donc, un des sujets, et Julien d'ailleurs témoignera là-dessus, un des sujets qui différencie beaucoup le marché américain du marché français, c'est l'accès à quelques centaines de milliers de dollars très facilement, alors que l'accès à quelques centaines de milliers d'euros est beaucoup plus difficile en France. Oui, je rejoins tout à fait. En fait, j'avais pas fait de slides, mais j'ai préparé 2-3 notes quand même. En fait, j'ai pas forcément la sensation qu'il y ait beaucoup plus d'argent aux États-Unis qu'en Europe de manière générale. Par contre, effectivement, aux États-Unis, et c'est ce qui est intéressant dans Isaïe pour le coup, il y a beaucoup plus de vétérans, de gens qui ont créé, déjà dans le web, mais même dans d'autres, dans les anciennes industries technologiques, dans les précédentes vagues dans les années 80 puis 90, qui eux-mêmes investissent dans les startups et surtout ont un vrai rôle de mentor, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner les jeunes créateurs au quotidien, voire même rejoindre les startups dans certains cas, pour vraiment transmettre le flambeau. Et c'est quelque chose, en tout cas, que moi j'avais pas vu quand j'avais créé ma boîte en France à l'époque, c'était il y a déjà 6 ans, et qui apparemment qui est en train d'arriver, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et justement par rapport à ça, est-ce qu'on parle beaucoup de bulles aux États-Unis? Vous nous dites que c'est facile d'être financé en early stage, mais est-ce qu'il n'y a pas une bulle qui se prépare? Et si on a une, quelle phase en est-elle par rapport à celle de 2000 et est-elle comparable? Alors, j'ai aucune idée de savoir s'il y a une bulle ou pas, et j'avoue que je m'en soucie assez peu, dans le sens où s'il y en a une, tant mieux, j'en ai profité, et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, je vais continuer comme s'il n'y en avait pas. Donc, peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il n'y en a pas. Je disais un chiffre intéressant où je crois qu'il n'y a eu que 2 sorties à plus de 1 milliard de dollars depuis le web 2.0, donc à savoir YouTube et potentiellement LinkedIn la semaine dernière, dans les 15 jours. Et donc je crois que certains disent que c'est en tout cas pas l'indicateur d'une bulle, sachant qu'en 98 et 99, il y en a à peu près toutes les 2 semaines. Maintenant, j'en sais rien. Il y a évidemment, on parle énormément des gens qui ont du succès, et pour le coup, je pense que c'est plus facile d'avoir du succès encore aujourd'hui que ça l'était à l'époque, c'est-à-dire que quand on est un Instapaper, quand on est un Quora, quand on est un Foursquare, c'est très très facile de lever de l'argent aujourd'hui. Je pense que ça l'est beaucoup plus qu'il y a 4-5 ans. Maintenant, je pense que si on n'était pas dans les gagnants il y a 4-5 ans et qu'on n'est toujours pas dans les gagnants aujourd'hui, c'est pas plus facile maintenant. Sur la bulle, moi j'ai essayé d'analyser la valeur de Facebook et les gens qui
de 50, 60, 70 milliards ne fument pas la moquette. C'est-à-dire que ça peut les valoir. Si vous prenez le nombre d'utilisateurs, si vous prenez le revenu par utilisateur, le pricing power qu'aura Facebook vis-à-vis des annonceurs, dire qu'un usager Facebook vaut 100 ou 150 $, c'est pas du tout absurde. Dire qu'une boîte qui a 100 000 utilisateurs qui ne paye pas, ça vaut 10 millions $, ça commence à un raisonnement de bulle. Surtout si cette boîte n'a pas les moyens de monétiser comme Facebook a les moyens. Donc le danger d'un phénomène comme Facebook, c'est qu'effectivement les gens fassent des règles de 3 un peu rapides. Ensuite, il y a les VC américains se précipitent sur un certain nombre de deals, payent des valorisations extrêmement élevées. Je crois que Cora c'était 80 millions $ de pré-money, sans être lancé, enfin au lancement. Ah bon, il se trouve que les fondateurs, ils avaient un bon pédigré, etc. Il faut savoir que les VC américains, ils ont des méthodes punitives en cas d'equity story non linéaire qui sont assez sauvages. C'est-à-dire qu'un fondateur qui a encore 80% après le série A, si le série B est un peu moins bien que le série A, il se retrouve avec 2% ou éventuellement des stock options. Donc on peut payer, quand on a ces moyens punitifs, les valos qu'on veut. On n'a pas du tout la même logique, on va dire, punitive, ou en tout cas de haut et bas en Europe dans le capital risque. On est plus conservateur sur les valorisations, on est plus respectueux de l'ownership des fondateurs. C'est une différence culturelle qui fait qu'il n'y a que les très belles histoires qui rendent les gens très riches aux États-Unis, mais ils sont vraiment très très riches. Mais il y a beaucoup de fondateurs qui ont 0,001% de leur boîte après beaucoup d'argent levé aux États-Unis. Et les boîtes qu'on voit qui sont aujourd'hui immensément, enfin les startups en tout cas qui ont un succès fou, elles ont toutes la caractéristique d'avoir été créées par des gens qui ont déjà eu, si ce n'est un succès à leur actif, au moins une très très belle histoire. Quora évidemment, donc les fondateurs, ex-CTO de Facebook et ex-top engineer de chez Facebook, Foursquare, acquis par Google, enfin Dodgeball qui était le Foursquare 2 ans avant, avait été racheté par Google, Instagram, c'est un des cofondateurs, enfin pas des cofondateurs, mais un des tout premiers employés de Twitter, etc., etc. Donc, ce qui fait que si on arrive en sortant de l'école avec de très belles notes et de très bons amis, on n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir pour 120 millions de dollars sur sa première valorisation. Si on arrive avec derrière déjà un historique qui fait pâlir d'envie, effectivement, on arrivera à faire pâlir d'envie les VC. Très bien. Justement, une question à ce propos. S'il y a plus d'investissements aux US qu'en France, est-ce que ça veut dire qu'il faut démarrer aux USA, puis en France ensuite? Ou est-il possible, justement, dans la même idée, de tester un marché en France et l'exporter ensuite aux États-Unis et de s'exporter aux États-Unis? Alors, d'abord, si vous voulez vendre des foie gras aux Français, il ne faut pas aller en Californie, parce que ce n'est pas le bon endroit pour s'y mettre. Si vous voulez vendre une techno à un marché global, il vaut mieux être en Californie qu'en France, de façon évidente. Donc tout dépend du projet. Il y a des projets qui sont candidats à aller aux États-Unis et des projets qui ne sont pas. En général, les jolies histoires que j'ai vues de boîtes françaises qui ont réussi aux États-Unis, c'est les boîtes françaises qui ont joué à l'israélienne, c'est-à-dire qui ont mis leur headquarter, leur CIO, leur fondateur en Californie, et qui ont oublié qu'elles étaient entre guillemets en France. Quelquefois la R&D est restée en France parce qu'on a de bons ingénieurs et qui sont moins chers qu'en Californie, mais en tout cas la fonction headquarter, sales, marketing a bougé aux États-Unis. Par contre, il ne faut pas croire qu'en prenant l'avion, en louant une voiture chez Hertz, on lève de l'argent entre San Francisco et San José. Il faut avoir un petit peu un pédigré, un petit peu un réseau, être référençable. Donc ça veut dire que l'entrepreneur qui débarquerait avec son projet en Californie, les chances qu'il soit financé sont très faibles. Un Français qui débarquerait en Californie, qui bosserait dans 2 ou 3 startups successful, ou même pas successful d'ailleurs, en tout cas qui ferait son trou dans des startups, lui pourrait devenir entrepreneur peut-être quelques années plus tard. Donc tout ça n'est pas un choix, simplement je prends un billet d'avion et c'est bon. D'ailleurs, je crois qu'il y a finalement assez peu d'entrepreneurs français qui sont partis là-bas, les mains dans les poches, qui ont directement sorti de leur chapeau une valorisation et une start-up gagnant du premier coup. Il y en a beaucoup qui partent avec effectivement des fonds européens. Je pense que vous en connaissez tous un qui est assez célèbre.
Et puis après, il y a pour le coup des success stories de Français qui sont là-bas depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et qui pour le coup ont complètement oublié le fait qu'ils étaient français. C'est-à-dire qu'ils sont français, je pense qu'ils n'ont pas vraiment oublié, mais ils ne mettent pas du tout ça comme en avant ou comme une caractéristique spécifique de leur entreprise. La Silicon Valley, ça reste quand même un melting pot ahurissant, et que vous soyez français, c'est pas bien différent du voisin qui est allemand, ou qui est indien, ou qui est chinois, ou qui est américain, finalement. On parle beaucoup de la Californie. Que pensez-vous justement du côté côte Est? Parce qu'on sait que Foursquare et d'autres grosses entreprises se sont établies à New York. Julien, je sais que tu fais... il y a plusieurs années, tu allais plutôt en Californie, maintenant tu vas aussi à New York. Comment est-ce que tu le vis toi et comment est-ce que tu as vécu l'évolution? Alors on a des investisseurs à New York, c'est aussi pour ça qu'on va à New York. Je pense qu'il y a de moins en moins une différence pour beaucoup de gens entre la côte Est et la côte Ouest. Historiquement, c'est vrai qu'on disait que sur la côte Ouest, on finançait ce qui était plus hautement technologique, et que sur la côte Est, ou en tout cas à New York, ce qui était plus en rapport avec les médias, avec certains domaines d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de changer complètement. Facebook, pour l'exemple, a été fondé sur la côte Est. Bon, c'était pas New York, c'était Boston, mais enfin, c'était quand même la côte Est. Malgré tout, un vol aux États-Unis entre la côte Est et la côte Ouest, c'est une nuit dans un sens et 3h30 dans l'autre sens, en comptant le décalage horaire. Finalement, il y a beaucoup de gens qui font l'aller-retour plusieurs fois par semaine, rarement, enfin, on m'entend encore, plusieurs fois par mois, sans aucun problème. Paradise, c'est quand même pas un plaisir. C'est pas un plaisir, enfin ça se fait. Il y a globalement dans la Silicon Valley d'ailleurs une côte Est et une côte Ouest. Hein. San José, c'est plutôt les gens du semi-conducteur, et puis San Francisco, plutôt les gens des médias. Puis il y a une espèce de continuum sur 50 miles où plus on est techno, plus on est au sud, et puis moins on est techno, plus on est au nord. Donc bon, globalement, ça se clusterise comme ça. Et justement, y a-t-il une différence entre la côte ouest et la côte ouest au niveau marché, investissement pour un Français? Est-ce qu'il y a une préférence pour s'installer ou créer sur un réseau? Alors, si on veut vendre aux grands clients du secteur traditionnel, ils ne sont pas en Californie du Nord, donc il faut aller sur la côte Est. Et si par contre on veut faire des partenariats avec des boîtes techno, globalement, il vaut mieux être en Californie. Il y a beaucoup de boîtes françaises qui ont fait l'erreur de s'installer à San Francisco et de découvrir qu'il y a 0 client. Il n'y a pas de grands distributeurs, il n'y a pas de grands banquiers, il n'y a pas de grands opérateurs télécoms, il n'y a rien, il n'y a que des partenaires. Donc si on veut faire que des partenariats sans chiffre d'affaires, il faut aller à San Francisco. Oui, c'est des composantes de San Francisco qu'on imagine assez peu, c'est que tout le monde veut créer sa boîte à San Francisco, ce qui fait que c'est assez dur de bosser avec qui que ce soit. Recruter des gens à San Francisco, c'est prendre le risque que le surlendemain, ils partent pour créer leur boîte. Trouver un client effectivement qui va avoir une certaine assise financière, pareil, effectivement ils sont en train de créer leur boîte, donc 3 mois après peut-être qu'ils ne sont plus là. Je pense que c'est assez vrai que San Francisco c'est la mecque pour créer, mais que c'est pas évident de s'installer en profitant de l'écosystème. Merci pour ces réponses. Dans la salle, il y a énormément de startups qui envisagent d'aller aux États-Unis. Quelle est la configuration optimale pour se lancer aux États-Unis? Quels seraient vos premiers conseils pour les startups qui comptent se lancer? Voyagez d'abord, allez-y plein de fois, revenez, retournez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, je vais y aller, ça va être magique, je vais m'installer, je pars 3 mois, je vais trouver un appart, un visa ». On ne se rend pas compte de l'énergie que ça demande et du temps que ça va vous prendre juste de vous installer, d'essayer de comprendre ce qui se passe, et quand vous allez être là-bas, vous allez être noyé par le dynamisme ambiant, par tout ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin moi je connais en tout cas, j'ai vu passer beaucoup de Français qui venaient en disant « Je viens m'installer, je lui donne 6 mois ». Et qui sont partis au bout de 6 mois, effectivement, sans avoir vraiment pu faire ce qu'ils voulaient. Ceux qui se sont mieux installés, c'est ceux qui sont venus une semaine, puis un mois après, qui sont revenus une semaine, et puis qui ont fait plusieurs fois des allers-retours pour essayer vraiment de comprendre ce qu'ils cherchaient, de comprendre ce qu'ils allaient trouver, et qui, au bout d'un moment, ont effectivement franchi le pas. Donc je pense que plutôt que de partir une fois pour toutes, prévoyez de faire des allers-retours pendant plusieurs mois avant effectivement de comprendre ce que vous cherchez, ce que vous trouverez, et de vous installer pour de bon. Moi, je dirais qu'il y a 2 scénarios possibles. Soit trouver un job, même s'il est alimentaire, histoire de comprendre comment fonctionne notamment la Bay Area autour de San Francisco. En étant, il y en a qui savent coder parmi vous, un codeur c'est rare, donc vous trouverez le job. Ça peut être alimentaire, mais ça peut être comprendre comment ça fonctionne. Peut-être qu'un jour, votre écosystème local vous permettra de monter votre boîte. Si par contre vous voulez y aller en tant qu'entrepreneur, je pense que sans argent, c'est totalement illusoire. Vaut mieux démarrer un business en France, arriver à lever de l'argent,
montrer que le modèle est réplicable, et là, switcher la boîte aux États-Unis. Mais les trucs intermédiaires, je n'ai jamais vu marcher. Avec très peu d'argent et aucun réseau, je ne vois pas comment on peut véritablement s'installer aux États-Unis. Oui, puis il y a clairement des contraintes auxquelles on ne pense pas forcément, mais ne serait-ce qu'avoir un visa de travail, c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus compliqué chaque année. Financièrement, il faut vraiment avoir une assise folle pour pouvoir s'installer et louer un appart dans San Francisco. Il faut savoir qu'un studio, c'est $1 500 minimum, etc., etc. Donc, l'idée de partir s'installer effectivement sans rien, c'est plus un naufrage qu'autre chose a priori. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller les investisseurs français, autres qu'Isaïe bien sûr, qui sont très actifs? Je dors bien. Alors on posait il y avait une question là qui était sur le panneau, de savoir 5 deals, c'est pas 4, on en a fait 5 quand même. 5 deals sur 1000 reçus, est-ce que c'est normal, etc. Oui, c'est assez normal comme ratio en early stage. En fait, on en a plus que 5, puisqu'on en a un 6e en gestation, et puis on a quelques-uns qu'on a dans notre shadow portfolio, c'est-à-dire des boîtes qu'on suit et qu'on fera peut-être plus tard. Donc, c'est pas 995 éliminés et 5 faits. C'est un phénomène beaucoup plus continu que ça. Alors, pour comment réveiller les investisseurs français, moi, je ne crois pas qu'on ait un problème de capital risque en France, de volume de capital risque. Il y a l'argent. Il y a des mesures fiscales comme les FCPI qui font qu'on a un modèle qui amortit beaucoup mieux que les modèles anglais ou allemands, où il y a une volatilité très très forte sur le capital risque. Il y a évidemment une menace, c'est que les assureurs et les banquiers européens, avec BAL 3 et Solvency 2, ne veulent plus mettre d'argent dans le capital risque, ou même plus dans le private equity, ce qui fait qu'il y a potentiellement une petite baisse, mais on n'a pas un vrai problème au niveau du volume d'argent, plutôt un problème de projet à maturité pour être financé par le capital risque, et on revient au problème des business angels. Il y a eu un petit mieux avec la loi TEPA, qui aujourd'hui est un petit peu menacée ou incertaine, réduite. Juste pour donner des chiffres, la loi TEPA, c'est, je crois, 50 000 € de plafond uniquement sur l'ISF et 50% de déduction fiscale. En Angleterre, il y a un truc qui s'appelle Enterprise Investment Scheme, c'est 1 million de pounds déductible du revenu pour 30%. Vous voyez le rapport entre 50 000 € et 1 million de pounds. Ça veut dire qu'un gars qui gagne beaucoup d'argent à la City, eh ben, une très bonne façon de défiscaliser, c'est de mettre de l'argent dans des startups. Et les business angels anglais mettent 10 fois plus d'argent, ou entre 5 et 10 fois plus d'argent dans les startups que les business angels français. Le sujet du capital risque en France, c'est pas le capital risque, c'est l'amont du capital risque. Pas grand chose à ajouter. Donc, au niveau de la part culturelle, justement, dans ces différents investissements, est-ce que les Américains sont culturellement plus risquent plus en tout cas, que les Français? Et est-ce que c'est pour ça qu'on a des valorisations de Color à 41 millions $, je crois, en early stage? Moi, j'ai vécu un truc assez intéressant, qui a été la chute de Lehman Brothers en 2008. J'étais en Californie à l'époque. Et pendant l'été qui a précédé, il y avait mes confrères ici qui adoraient les boîtes dans lesquelles on était, qui disaient super bullish, comme on dit, etc. Lehman Brothers a fait faillite, et une semaine après, ils détestaient les boîtes dans lesquelles ils étaient. Il faut fermer, il faut réduire de 50% ou 80% les effectifs, il faut restructurer, il faut changer de business model, il faut liquider la boîte, il faut rendre le cash aux investisseurs. Aux États-Unis, il y a cette capacité à faire des ups et des downs qui est très très surprenante, qui est extrêmement aiguë. Alors tout le monde voit les ups de loin en disant c'est extraordinaire, et on ne voit pas les downs parce qu'ils sont sous terre de loin, mais il y en a aussi des très très violents. Je crois qu'en Europe, on a une espèce de scepticisme de bonne aloi, une forme de sagesse qui fait qu'on fait des ups moins hauts, mais on fait des downs beaucoup moins violents. Et quand vous regardez les VC européens au moment de la chute de Lehman Brothers, ils n'ont pas liquidé leur portefeuille, ils n'ont pas
Ils n'ont pas fermé les boîtes, ils n'ont pas restructuré de 50% les effectifs. Ils ont dit faisons le gros dos, peut-être qu'on arrête d'embaucher, peut-être qu'on fait attention aux frais de déplacement. Et voilà. Donc on a un rapport au temps qui est différent. Les Américains, un quarter, c'est une année pour nous. Et globalement, c'est ça qui amplifie tout. Puis, pour revenir aux grosses valuations, je pense aussi qu'ils sont terriblement moutonniers. Nous, quand on a annoncé notre levée de fonds, dans la semaine qui a suivi, on a eu des coups de fil d'une dizaine de bonhommes que j'avais vus, avec qui ça s'était pas forcément super bien passé, qui m'ont dit « Ah, t'aurais dû me dire que machin, machin ». C'est quelque chose qui m'avait fait vraiment dire mais pourquoi ils m'ont dit non à l'époque et maintenant ils me disent oui. La seule chose qui a changé, c'est qu'effectivement on avait réussi à être financé. Et quand on voit des valorisations effectivement comme Color ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a effectivement des très bons entrepreneurs ou ceux qui connaissent vraiment ça arrivent à faire jouer une concurrence en interne et à faire que les VC arrivent à se tirer la bourre eux-mêmes pour investir dans certaines boîtes. Et non, une chose qui est claire et qui fait aussi un peu rêver, c'est que quand vous lancez un business en France, le tour moyen série A, il fait 2 millions d'euros. Le même tour sur le marché américain, il fait entre 5 et 10 millions de dollars. Et la boîte, elle est au même niveau de développement. Simplement, le marché immédiatement accessible, il est 6 à 8 fois plus gros. Donc, le tour de table, il est 3 à 4 fois plus gros immédiatement. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que l'argent est facile. Mais quand nous, on veut monter un leader français, tout le monde dit qu'un leader français, ok, non, c'est pas terrible. Eux, ils n'imaginent pas un leader américain, ça serait pas assez. Il faut un leader mondial. Voilà, donc naturellement, tout est un peu plus gros parce que le marché initial de départ est tout simplement 6 à 8 fois plus gros. Est-ce que je trouve pas risque que les startups françaises ne puissent pas émerger? Imaginons deux concurrents qui se lancent via des LinkedIn, typiquement. Viadeo ne puisse rien faire au final de toute manière, ne serait-ce que par addiction de moyens. Moi, je vais prendre deux jolies boîtes qui ont 5 ans à peu près aujourd'hui, qui sont d'ailleurs installées à Palo Alto, qui ont leur CIO qui a bougé là-bas, etc. Criteo, vous connaissez sans doute, qui fait du retargeting, et Talent qui fait du, je sais pas comment on appelle ça, de l'ETL open source. C'est des boîtes qui ont été financées par des VC français en 2006-2007, qui sont partis aux US en 2008, qui vont être des leaders dans leur catégorie, des leaders mondiaux. Je souhaite à Bertrand et Jean-Baptiste que leur boîte vale plus d'1 milliard de dollars. En tout cas, c'est parti pour des boîtes françaises qui valaient plus d'1 milliard de dollars. On n'en a pas construit beaucoup. On commence à en voir. Ça veut dire que l'écosystème français de création de start-up, il mûrit. Et c'est un petit peu comme le sport. Au début, on saute 1m20, puis un jour, on participe aux Jeux Olympiques et on saute 2m40. Voilà. Mais on ne peut pas sauter 2m40 le premier jour. Donc l'écosystème français, il est en train de progresser. Il savait faire des boîtes qui valaient quelques centaines de millions d'euros. Il saura peut-être faire des boîtes qui valent plus d'1 milliard de dollars. Et puis un jour, peut-être, il y aura une boîte française qui vaudra 10 milliards de dollars. Mais c'est peut-être dans 10 ans. C'est forcément pas un phénomène de génération spontanée. C'est forcément un phénomène de best practice, d'écosystème, de cluster, etc., qui conduit à ça. Et je peux vous dire des secteurs différents sur lesquels les Français doivent se lancer, des secteurs plus propices, par exemple l'équipement smartphone est beaucoup plus important aux États-Unis, en tout cas le nombre de smartphones est plus important. Est-ce qu'une appli uniquement française peut se développer très rapidement? Je sais pas, enfin, je pense que ça dépend plus du produit en lui-même que du pays d'où elle vient en fait. C'est-à-dire que effectivement une application française qui est vraiment très bien faite, les 3/4 des gens qui installent des applications sur leurs iPhones s'en fichent de savoir si effectivement c'est une application française ou une application californienne ou une application texane. Ce qui compte, c'est qu'elle soit bien faite, et je pense que c'est peut-être la suite du débat, c'est de savoir effectivement si on est capable en France d'arriver à construire des produits qui soient suffisamment bons dès le début pour effectivement prendre un marché sans que la personne qui achète ça ait à souci de dire bah non, elle est que en français cette application, je ne peux pas l'installer. On a en France on fait une très forte distinction, et c'est quelque chose qui est en train de, j'ai l'impression, de disparaître très très vite en Californie, entre tout ce qui va être à ce côté technique et côté marketing, et en Californie ils se focus très très fortement sur ce qui est le produit, sans avoir forcément deux équipes distinctes en termes de marketing et de produits, en termes de marketing et de technologie. Ils disent que la technologie, ça fait partie du produit autant que la façon dont on va effectivement designer la page sur laquelle on va le mettre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à vraiment travailler très très vite en France. Moi, je vois beaucoup de produits, et tu parlais de Criteo, qui sont effectivement très très pointus techniquement parlant, mais qui sont pas forcément
très évident ou très, je sais pas, enfin, travailler justement d'un point de vue produit en termes de marketing. On voit que c'est deux choses qui ont été créées de deux côtés différents et qu'on essaie de rassembler en fin de cycle. Alors que quelque chose qui m'a moi très impressionné, en particulier chez Twitter, c'est la capacité de, dès le début, dès la conception du produit, dès le moment où ils dessinent les premiers sketchs sur un crayon ou sur une nappe pour parler du cliché, ils intègrent dès le début les aspects techniques et les aspects marketing tout le long du process. On va prendre un modèle très successful sur Internet qui a été inventé en France, s'appelle Vente Privée. Vente Privée n'a pas eu autour de lui l'écosystème pour dire je fais un leader mondial. Ils sont devenus une très belle boîte, ils font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ils valent sans doute plus d'1,5 milliard d'euros, mais ils viennent juste faire un deal avec Amex pour aller aux US, et ils ont été créés il y a 10 ans, donc s'ils avaient eu un écosystème de financement, de bourse, un certain nombre de boîtes françaises qui avaient fait la même chose, ils seraient allés aux US dès 2004. Et aujourd'hui, ça serait peut-être une boîte qui vaut 10 milliards. Simplement, il n'y avait pas l'écosystème. La bourse française est une bourse régionale, sans liquidité, sans investisseurs qui savent prendre des risques. Des gens qui savent faire des tours de table de 50 millions d'euros, il n'y en a aucun en France. Ils sont qu'à Londres, en Europe, parce que la capitale financière d'Europe, c'est Londres, etc., etc. Et Jacques-Antoine, il ne parle pas très bien anglais. Par contre, il a rencontré la semaine dernière au IG8 le patron de Groupon et il lui a dit « T'as fait un copycat ». Et c'est la réalité. Groupon, c'est un copycat de vente privée. Et ça a été inventé en France, vente privée. On laissera débattre là-dessus. On va changer de sujet, puisque justement, imaginons qu'on est une startup française et qu'on a décidé, malgré tout, de se lancer aux États-Unis. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on recrute en États-Unis directement toute son équipe? Est-ce qu'il vaut mieux y aller petit à petit, emmener son équipe dirigeante, laisser une partie de l'équipe technique en France? Je pense que c'est quelque chose qui est très très compliqué de faire déménager des gens. Les États-Unis, ça paraît très proche d'un point de vue culturel, mais c'est quand même très très différent. Les rythmes de travail ne sont pas les mêmes. La façon de faire du business, c'est pas la même du tout. Et forcément, dans le déménagement, vous allez perdre des gens mécaniquement qui vont dire non, finalement, c'est pas pour moi. Je pense que c'est pas évident d'imposer aux gens de déménager. Maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que la meilleure solution, c'est peut-être de voyager justement et d'être capable d'assurer de la présence des deux côtés, faire partie des événements, des conférences qui ont lieu là-bas, rencontrer des gens, organiser sa présence avant effectivement peut-être commencer à pouvoir s'installer et déménager les gens qui s'en sentent capables quand c'est le moment. Créer un petit réseau en fait avant de partir. Même un gros réseau. Match a acheté Mythique il y a quelques jours. Rakuten a acheté Price Minister. Pourquoi tous nos champions passent sous pavillon étranger comme le titrait les échos aujourd'hui? La réponse elle est super simple, les Français ne savent pas payer le prix. Moi, je ne sais pas combien j'ai vendu de boîtes, je dû en vendre 12 ou 13. J'ai jamais vendu à des Français, jamais. Toujours à des Américains, des Allemands ou des Japonais dans le cas de Price Minister. Et à chaque fois qu'il y a eu des Français en concurrence avec des étrangers, les Français proposaient un prix qui était inférieur à 50% du prix proposé par les étrangers. Donc forcément, on n'a pas vendu aux Français. Il y a une raison assez simple, c'est que les grands groupes sont désespérants de conservatisme et raisonnent non pas comme des investisseurs mais comme des banquiers. C'est-à-dire qu'ils regardent les comptes d'une start-up en regardant le passé, alors qu'une start-up, sa valeur, elle est dans son potentiel. Donc un Américain raisonne comme un investisseur, il se dit cette boîte-là, avec cette boîte-là, je peux générer à horizon 5 ans 100 millions de dollars d'EBIT, donc potentiellement ça vaut 1 milliard. Puis il va évidemment pas payer 1 milliard en front, mais il se dit ça. Un Français va dire, tiens, cette boîte faisait 1 million d'EBIT l'année dernière, donc au mieux, je peux la payer 10 millions d'euros. Je caricature le trait, mais la différence entre un banquier et un investisseur, c'est ça. C'est regarder le passé ou regarder le futur. Et nos grands groupes français sont des banquiers et pas des investisseurs. Je sais pas, j'ai jamais vendu de boîte. Peut-être Émilie. Donc là, Vous, est-ce que vous ne partirez pas à Londres plutôt que aux États-Unis, vu que c'est quand même plus proche? Pourquoi? Pour monter une boîte. La langue est la même, le marché, les investisseurs sont plus présents, comme on l'a dit. Oui, mais dans ce cas,
autant le faire d'ici et le faire bien d'ici et effectivement aller voir les investisseurs à Londres. Je pense que si tu as un bon produit, les investisseurs ils viendront te voir s'ils sont à Londres. Skype n'a pas été fondé en Angleterre et pourtant a été financé à Londres assez vite. Alors, je suis d'accord, une boîte anglaise n'est pas plus proche des États-Unis qu'une boîte française, même si les mecs parlent mieux anglais. Très clairement, le gap marketing qui existe entre l'Europe et les États-Unis est quasiment le même entre Londres et San Francisco qu'entre Paris et San Francisco. Donc, je pense que c'est une fausse. On dit souvent que c'est l'Angleterre et les États-Unis, c'est deux pays qu'une seule langue se sépare. Et très clairement, ils ne sont pas meilleurs que nous, les Anglais, quand ils vont aux États-Unis. Ensuite, deuxième élément, à partir du moment où un business a vraiment émergé, les équipes londoniennes de capital risque, elles vont à Paris, à l'Eurostar, elles font de plus en plus de deals en France. Et la France est reconnue pour ses startups dans un certain nombre de secteurs, notamment autour du e-commerce, où on a vraiment un track record très fort. Je reviens sur les grands groupes. La raison pour laquelle on a un track record très fort, c'est que les grands groupes français n'ont pas cru au web et ont décidé qu'il n'existait pas jusqu'à 2007 à peu près. Alors que Tesco et autres en UK, ils ont cru au web, donc les startups du e-commerce, elles ont beaucoup plus de mal à émerger en UK qu'en France. Donc voilà, l'argent il est à Londres, mais les gens se déplacent à Paris. Je ne pense pas qu'il y ait de vrai avantage à être à Londres, sauf à lancer un business peut-être global et à espérer que le fait de ne pas être français devienne un avantage. Mais bon, c'est marginal. J'ai l'impression que beaucoup de gens se disent qu'il faut bouger parce que ici c'est pas si bien que ça. Si on croit que partout c'est mieux, il faut peut-être mieux arroser chez soi pour prendre ses choix un peu mieux que absolument vouloir partir là où apparemment ce serait mieux. Enfin, partir pour partir, c'est pas franchement quelque chose, à mon avis, qui est conseillé dans le cadre d'une startup. C'est déjà suffisamment dur de construire une startup que ça sert à rien de se rajouter de la complexité en partant ailleurs parce qu'on pense qu'on n'est pas bon pour rien. On a parlé donc de pouvoir construire un réseau en allant par exemple à des événements directement aux États-Unis. Est-ce qu'on peut aussi profiter des réseaux d'écoles français? Est-ce que ça vaut quelque chose aux États-Unis? Et est-ce qu'on peut utiliser des structures comme UI-France pour être accompagné et peut-être trouver des gens qui ont le même parcours que nous? Je connais UI-France de San Francisco. Ça fait très français. C'est finalement très peu intégré dans la Silicon Valley, c'est-à-dire que c'est un bureau où il y a effectivement 4 Français qui parlent français toute la journée, qui appellent tous les Français de la Silicon Valley. Enfin, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que c'est plus la France au Silicon Valley que quoi que ce soit d'autre, c'est-à-dire qu'au final c'est reproduire le schéma français. Enfin, j'ai un souvenir, on avait tous les 4 lundis, enfin tous les premiers lundis du mois, on avait du camembert en Californie. Et je ne sais pas si c'était fourni par UI-France, mais c'était fourni en tout cas par des gens proches du consulat. C'était sympa d'avoir du camembert parce qu'on ne retrouvait pas dans les supermarchés. Mais l'aide française qu'on pouvait avoir en Californie, elle était quand même limitée au camembert. Une petite question sur la France. On a beaucoup parlé de financement. Maintenant, si on parlait un petit peu de recrutement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a en fait une véritable rigidité du marché français, ou est-ce qu'on exagère un petit peu? Une rigidité du marché français, est-ce qu'il Je pense qu'il faut léger pour gérer des choses rapidement. Alors moi je connais pas mal de gens dans des startups aux États-Unis qui m'ont dit mais en France c'est quand même génial parce que les gens se barrent pas toutes les 5 minutes. Et je dis oui mais c'est l'inverse, en France ils disent que c'est quand même dur parce qu'on ne peut pas se débarrasser de ceux dont on a marre. Donc finalement je pense qu'on a des problèmes très différents qui sont juste dus simplement au ratio d'offres et de demande. En France effectivement c'est pas facile de trouver du boulot, résultat quand on en a on est content, on y reste. À San Francisco en tout cas, c'est tellement plus facile de trouver du boulot que les gens se barrent toutes les 5 minutes et que les startups ne savent plus quoi faire pour retenir les ingénieurs. Moi j'ai vu des gens que je voulais recruter dans ma boîte qui me demandaient 160 000 $ la première année alors qu'ils avaient 2 ans d'ancienneté. Et quand on voit ça, on se dit peut-être finalement qu'en France c'est peut-être dur de les virer, mais au moins on peut en avoir à un prix qui est raisonnable. Donc je pense que il n'y a pas de bonne solution, c'est-à-dire que la seule vraie bonne chose c'est d'avoir les meilleurs mecs du monde, et dans ce cas on s'en fout si on ne veut pas les virer, de toute façon c'est les meilleurs. Après, évidemment, c'est sûr que quand on a quelqu'un qui n'est pas très bon, on aimerait pouvoir s'en débarrasser plus facilement. Mais encore une fois, je pense que la vraie bonne solution, c'est d'avoir directement les meilleurs mecs du monde. Je voudrais juste dire, lancer un petit appel. Là, les 5 boîtes d'Isaïe, elles recrutent toutes, elles ont beaucoup de mal à recruter. Non pas qu'elles
soit pas attractive, mais le marché il est vraiment tendu dans le web. Les développeurs PHP c'est introuvable, les experts SEO c'est introuvable. Enfin, il y a plein de jobs sur lesquels il y a un chantage de ressources très important. Donc c'est très dur d'embaucher en France dans le web. Je pense qu'il manque quelques milliers il y a des milliers de jobs non pourvus dans des startups en région parisienne. Donc voilà, donc on a toujours l'impression, parce qu'on regarde TF1, que la France est au chômage, mais il y a des endroits où on a un chômage négatif. Et très clairement, l'économie numérique, il y a un chômage négatif en France. Et à partir du moment où il y a un chômage négatif, les règles du droit du travail, elles ne sont plus vraiment des contraintes. Parce qu'il y a de la fluidité, parce que le gars, il sait quand il part, il retrouvera un job, etc. etc. Et tout s'équilibre. Voilà. Donc moi, c'est ma vision de ça. Alors peut-être qu'on est un peu plus conservateur, peut-être qu'on fait un peu plus attention aux périodes d'essai, peut-être qu'on sait que virer les gens, ça coûte un peu d'argent en France. Mais globalement, quand l'économie va bien, quand un écosystème va bien, les rigidités ne sont plus vraiment un problème. Oui, je suis complètement d'accord. Envoyez vos CV à contact@machel.fr, nous transmettrons. Pour résumer un petit peu, est-ce que vous pouvez donner des conseils aux entrepreneurs qui veulent se lancer aux États-Unis et quelles sont les erreurs à ne pas commettre surtout? L'erreur de base à ne pas commettre, c'est de penser que les États-Unis c'est un pays de bisounours. C'est pas du tout un pays de bisounours. Donc voilà, donc y aller avec des fraises Haribo dans les poches, ça marchera pas. Oui, je pense que c'est clair qu'on a, encore une fois, c'est pour revenir à l'histoire du gazon tout à l'heure, on a une vision des États-Unis qui est un peu idyllique quand on est en France. On se dit que tout est mieux là-bas et il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus dures que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et peut-être la chose la plus dure, c'est la compétition permanente. À San Francisco, il n'y a pas un soir où il n'y a pas un événement qui, de près ou de loin, pourrait toucher à votre business où vous vous dites peut-être qu'il faudrait que j'y aille. Après 3 semaines où vous êtes sortis tous les soirs à y aller, je veux autant vous dire que vous avez vu tellement de gens qui étaient à fond dans leur projet, qui avaient déjà levé, qui avaient déjà recruté tel bonhomme, qui avaient déjà un partenariat avec tel machin, et que vous arrivez à rien. Il n'y a pas plus dur psychologiquement de se dire mais tout le monde s'en sort, tout le monde avance, tout le monde va à 200 à l'heure, tout est bien pour tout le monde, et moi je galère. On a vraiment parfois envie de se dire oulala, je vais vite m'enterrer et arrêter de faire tout ça parce que moi je m'en sors pas alors que tout le monde a l'air de réussir. Il ne faut pas croire que c'est tellement plus simple là-bas. En revanche, ils sont beaucoup plus optimistes que nous, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils n'ont absolument aucun mal à réaliser tout ce qu'ils font, alors qu'ils galèrent tout autant que nous. Donc je pense que croire que tout est beau là-bas, c'est doublement piégeux. C'est-à-dire non seulement c'est pas vrai, et en plus c'est quelque chose qui va vous coûter très cher si vous y croyez. Si on part, est-ce qu'il faut emmener son équipe avec soi ou recruter là-bas? Pas déjà eu cette question tout à l'heure. Vous êtes d'accord? C'est plus que le même. Enfin, il faut arriver à déplacer son équipe, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile. Je pense que tout le monde n'est pas prêt à déménager, à aller vivre à 9h décalage horaire de la France, avec 2 semaines de vacances, avec des soins qui coûtent beaucoup plus cher qu'en France, avec pas de saison en Californie parce qu'on ne se rend pas compte qu'il fait tout le temps beau, c'est abominable. Enfin, non mais je suis sérieux, c'est quelque chose dont je souffre beaucoup, c'est de me rendre compte que de pas me rendre compte de la période de l'année, que ce soit l'hiver ou l'été, il fait toujours 19 degrés. Enfin, c'est quelque chose qui paraît génial ici, mais qui est quelque chose de très très dur finalement psychologiquement. De dire mais le temps passe pas, non le temps passe pas, on n'avance pas. Enfin, il y a plein de choses c'est pas facile d'aller vivre à l'autre bout du monde comme ça. Je pense qu'il faut pas croire que c'est quelque chose qui est anodin. Et est-ce que les écosystèmes vont se rapprocher finalement et la France et les États-Unis vont finir par avoir une mentalité semblable, ou est-ce que c'est culturellement impossible? Si on pourra reparler de maturité de l'écosystème, mais reprenez les grandes écoles en France d'ingénieurs ou de commerce et leur filière entrepreneur il y a 10 ans, et prenez aujourd'hui ce qu'elles sont devenues. Il n'y a pas photo. Mais il n'y a vraiment pas photo, c'est-à-dire qu'il y a un vrai esprit entrepreneurial qui souffle en France, notamment dans le numérique. Et c'est des choses qui, moi quand je suis sorti d'école, ça n'existait pas du tout, c'était zéro. Alors, encore une fois, je suis un vieux couton, mais les choses ont énormément progressé. Ça va changer l'orbite par orbite quantique et ça va être de plus en plus important, et je suis très optimiste, mais on ne peut pas brûler les étapes. C'est parce qu'il y a une centaine d'entrepreneurs qui ont réussi, malgré l'éclatement d'Internet en 2000, qu'aujourd'hui il y a des fonds comme Isaïe, Kima et Jaina, et puis il y aura des dizaines d'Isaïe, Kima et Jaina
dans 10 ans parce que tous les gens qui sont dans cette salle auront fait du pognon et ont envie de le mettre dans des startups. Mais c'est une logique de chaîne. Ça ne peut pas changer, ça ne peut pas se multiplier par 10 instantanément. Oui, je pense que c'est. Enfin, il y a quelque chose qui m'avait fendu le cœur quand j'étais sorti de mon école d'ingénieur. L'année d'après, c'était de voir où étaient mes collègues, et je crois que c'était 75% en SS2I. Alors j'aime autant dire qu'il y a un nombre de licornes qui sont mortes ce jour-là, assez ahurissant. Il n'y a pas pire que la SS2I, je pense, pour un ingénieur qui veut effectivement créer une entreprise, qui veut innover, qui veut aller de l'avant. Et aujourd'hui, en tout cas les papiers que je reçois, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui vont en SS2I, qu'il y a de plus en plus de gens qui, si ce n'est créer leur entreprise, en tout cas essayent de travailler dans l'innovation sur du long terme, c'est-à-dire dans des projets qui ne vont pas durer 3 mois, 6 mois, et qui vont effectivement apprendre sans juste passer leur énergie à répéter la même chose pendant plusieurs années en travaillant pour une SS2I. Eh bien, merci à tous les deux. On va passer maintenant au cours de pitch. Ça, c'est un beau